Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Matière à construire, le podcast qui vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui bâtissent le monde de demain. À chaque nouvel épisode, une nouvelle rencontre que j'ai le plaisir d'animer avec Anne, la seconde voix de ce podcast. Et dans ce nouvel épisode, c'est à Paris, à quelques pas du quartier de la Bastille, que nous avons eu le plaisir de retrouver notre nouvel invité, le designer aux multiples talents Patrick Juin. Et c'est en toute simplicité qu'il nous a reçus dans son agence pour évoquer son parcours, ses projets et sa vision singulière du métier de designer. Patrick, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment devient-on designer ? Est-ce que plus jeune déjà, vous souhaitiez devenir designer ? Quel a été le déclic ? Alors je pense que le déclic pour devenir designer, il vient un jour où mon père me donne une plaquette qui retrace l'aventure du siège dessiné par Roger Talon dans les Corails. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Quand je vois ça, je dis « c'est pas mal » parce que moi, j'aime dessiner et puis j'aime la technique et puis j'ai envie de faire des choses pour les autres. Donc, alors tout ça, c'est intuitif en fait. Mais voilà, il y a un moment donné, vous avez comme un coup de foudre. Et donc, j'ai décidé de m'intéresser à ce métier de designer. Et un autre jour, la vie est quand même sympa, je découvre une autre plaquette, sur l'ENSI, l'École nationale supérieure de création industrielle, dite les Ateliers, à Paris, nouvellement créée à l'époque par Jacques Lang. Et je me dis, mais c'est là que j'ai envie d'aller. Au début de la conversation, Patrick, vous nous avez dit « J'adore dessiner, la technique et faire quelque chose pour les autres ». Donc, dans cette passerelle, est-ce qu'on y retrouve le sens du design ? Finalement, ça veut dire quoi, faire quelque chose pour les autres quand on est designer comme vous ? Alors, en fait, voilà, j'aime dessiner, mais j'aurais très bien pu faire de la peinture. J'aurais très bien pu faire des bandes dessinées, ce que j'ai à un moment donné, j'imaginais faire. Mais cette idée de faire, de fabriquer, de construire, même c'est juste un petit bricolage, une étagère pour la maison, ça c'est quelque chose qui m'a toujours habité. Et résoudre des problèmes. Quelque chose qui ne marche pas, comment est-ce qu'on pourrait faire pour le rendre plus fonctionnel, mieux, l'améliorer ? Et ça, c'est un jeu aussi. Alors je pense que ça vient tout simplement de mon éducation, de mon milieu familial, qui est un mélange en fin de compte de la technique, avec un papa qui est artisan, et un ingénieux artisan qui travaille toutes les matières, toutes les techniques, et une maman infirmière. Et voilà, être infirmière, c'est s'occuper des autres tout le temps. Et donc, je pense que ma mère, elle s'occupait de nous, et elle s'occupait aussi des autres. Et il n'y a rien de plus noble ou de plus normal aussi dans le métier de designer, qui est de s'occuper non pas du désir, mais des besoins. Et donc, ça, c'est central. C'est d'abord le besoin, après le désir. Il y a beaucoup de choses qu'on va dessiner, on va dire, et c'est la partie un peu plus sociale du rôle du designer, qui est la première, celle que je mets en premier, en fin de compte. Et donc, voilà, c'est un métier qui m'a attiré parce que ça mélangeait tout ça, en fait. Du coup, la question vient presque naturellement. On a l'esquisse d'une définition du design. Si on devait être très académique, pour les gens qui nous écoutent, pour les néophytes que je suis en tout cas, c'est un peu un mot conceptuel, le design. On a l'impression que ça investit tous les lieux de vie, les usages. Mais comment on pourrait l'expliquer simplement aux auditeurs ? Le design, c'est quoi ? C'est vrai que c'est une question qui est complexe parce qu'elle parle de nous, l'espèce humaine. On est assez étrange. Hein. Comment est-ce qu'on a réussi, il y a quelques milliers d'années, à un moment donné, nous dire « Tiens, il fait froid, ça serait pas mal si j'essayais d'avoir quelque chose sur moi pour me protéger du froid. » C'est ça le design, en fin de compte. C'est cette capacité qu'on a à inventer quelque chose qu'on n'a pas pour nos besoins. Voilà, c'est ça le design. C'est j'ai un besoin, qu'est-ce que j'ai autour de moi pour réussir d'un point de vue, j'ai besoin d'être astucieux, j'ai besoin du savoir-faire des autres, et voilà. Donc le design, c'est humain. Après, on peut aller plus loin, on peut arriver jusqu'à nos jours avec la révolution industrielle. Enfin, c'est même plus nos jours, ça a plus de 100 ans, la révolution industrielle. Mais en fin de compte, le design, il a toujours existé. Donc, à un moment donné, on vient mettre un mot parce qu'il y a eu cette révolution industrielle et ça devient un métier.
Avant, c'était l'architecte, c'était l'artisan qui faisait le design. Quand Michel-Ange dessine des portes, dessine de l'architecture, le matin, il fait ça, l'après-midi, il fait de la peinture, et puis après, il va faire de la sculpture. Voilà, c'est juste normal. Donc, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans l'idée du design, parce que d'un point de vue étymologique, c'est complexe. Dessin à dessin. Donc, on vient mélanger ces deux mots qui sont mélangés dans la langue au départ. C'est le même mot. Donc, des dessins à dessin. E-I-N. J'ai lu dans l'une de vos interviews que l'un de vos domaines de prédilection était le mobilier urbain. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi ? Le mobilier urbain, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dessiner, tout simplement parce que c'est pour nous tous. Et donc, je sais que quand je vais dessiner quelque chose, qu'on va le réaliser, ce qui n'est pas toujours le cas, à un moment donné, ça va être utilisé par tout le monde. Et là, je sais que tout de suite, je rends service. Et ça a beaucoup de sens pour moi. Dessiner une très belle chaise, j'adore aussi faire ça, qui va aller dans un bel intérieur. C'est pas pareil. Là, immédiatement, c'est au service des autres. Et je sais que le mobilier urbain, par son esthétique et par le fait qu'il est dupliqué absolument partout sur le territoire de la ville, il voit un signe du commun. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours touché, mais j'ose espérer que tous les citoyens d'une ville, quand ils voient ces signes du commun, ils pensent à ça. Ils pensent au fait que nous sommes des individus, mais que nous sommes une société. Et donc, si je dessine bien cet objet, normalement, il y a une dimension d'apaisement qui arrive dans la société, parce qu'on a besoin aussi d'enlever, c'est de l'acupuncture, on a besoin d'enlever ces tensions. Et il y a normalement une sorte d'humanité, de politesse, donc politesse, police, la cité dans le mobilier. Justement, parmi les projets sur lesquels vous travaillez actuellement, il y en a un qui rentre parfaitement dans cette catégorie, c'est celui du Grand Paris. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est née cette collaboration ? Alors, le Grand Paris Express, c'était un concours. Après avoir réalisé la charte architecturale de la RATP, après avoir fait de nombreux projets avec JC Decaux sur l'espace public, quand cet appel d'offres est sorti, ce grand projet, ça, c'était vraiment un espoir qu'on puisse travailler sur ce projet. Puis on a eu cette chance donc, de remporter donc, le travail sur tout ce qui est transversal, sur ces 68 gares qui sont toutes différentes les unes des autres. Elles viennent s'inscrire dans leur territoire et nous dessinons ce qui est commun. L'information voyageur, les sièges, la billettique. Donc ça, c'était le concours. Je pense que pour moi, c'est bien sûr une immense fierté. Ça fait presque 10 ans que je travaille sur ce projet. Et il y a encore 5-6 ans de travail acharné sur le projet. Ça va changer la vie de millions de personnes tous les jours. Ce qui est très important, c'est de donner envie d'utiliser les transports en commun. Et c'est là où on voit qu'il y a une dimension française qui est unique. De venir y mettre de la qualité, de venir y mettre des artistes, de venir faire travailler 40 architectes différents, un graphiste, Rudy Bord. Au lieu de prendre un architecte qui va tout faire, ce qui est beaucoup plus simple, mais non. Là, l'idée, c'est de réussir à mettre en synergie des compétences différentes, des gens même qui pensent totalement différemment. Mais le but, c'est quoi ? C'est de faire que ce système, il soit parfait, qu'il donne envie, qu'on s'y sente bien, en sécurité, que ça soit clean. Et tout ça, voilà, il y a un chef d'orchestre, donc, qui est la Société du Grand Paris, derrière, qui active tout ça, qui met du lien entre tous ces différents concepteurs, conceptrices. Et pour moi, c'est des années d'expérience qui sont mis au service de ce projet-là. Donc je sais bien que c'est le projet de ma vie, tout simplement. Et pour le penser, est-ce qu'il y a eu
peut-être des entretiens avec les usagers ou je sais pas, une enquête ou est-ce que ça a aussi présidé à la réflexion où on détenait de toute façon des données sociologiques qui font que voilà, on pouvait tout à fait faire un projet qui soit réaliste, réalisable et finalement en résonance avec les usages, quoi. L'équipe du Grand Paris est composée de professionnels issus de la SNCF, de la RATP, donc des gens qui ont vraiment une connaissance parfaite de ces dispositifs. Et le designer vient toujours puiser dans son expérience. Nous sommes, toute l'équipe, Henri Gagnère, qui est le chef du projet à l'agence, et toute son équipe, on utilise ces transports quotidiennement. Et donc ça c'est le point de départ. Je pense qu'on ne pourrait pas réaliser ces projets-là si on n'était pas des vrais utilisateurs des transports en commun. Donc on vient utiliser ça, toutes nos expériences, de par le monde aussi, parce que moi je voyage beaucoup et donc ça me permet de comprendre comment c'est parfois mieux fait ailleurs ou moins bien fait ailleurs, et aussi on observe. Donc le designer est un peu sociologue et il va observer à chaque fois, dans tous les usages. Et donc, bien sûr, les usagers, c'est essentiel, mais ce n'était pas suffisant. On teste tout ce qu'on a fait, en fait. Donc, on a fabriqué, ce qu'on appelle, c'est la fabrique du métro à Saint-Ouen, et on a fait Échélin une station. Et on invite, depuis des années maintenant, différents groupes d'utilisateurs à venir observer. Et le projet s'est largement amélioré, en fin de compte, grâce à eux. Et c'est là où on voit que le designer, il n'est pas tout seul face à la mer avec sa jolie planche à dessin en train de travailler. Ça ne marche pas du tout comme ça. C'est toujours un travail d'équipe, en fait. Donc, à un moment donné, bien sûr, il y a les spots sur moi, mais ce n'est pas vrai. En fin de compte, ça ne marche pas comme ça. Je ne suis pas du tout seul. Et quelle place tiennent les questions environnementales dans un projet comme celui-ci ? Maintenant, il n'y a plus un seul projet qui va faire fi du développement durable. Je pense que la société elle est rendue à un point presque de non-retour. Et donc, il s'agit de survie, en fin de compte, de tout concevoir maintenant en essayant de faire attention au maximum. Et donc, chaque choix de matière, de technique, est toujours sous-pesé. Là, ce qui est assez merveilleux avec le Grand Paris, c'est que c'est le temps long. Donc, on va faire tout un dispositif qui va durer très longtemps. Et d'ailleurs, le métro de Fulgence Bienvenue, il est toujours là. Et je sais qu'il sera là dans 50, dans 100 ans, et même sûrement plus. Car le dispositif, on n'a pas inventé mieux, en fait. Donc, on s'en inspire. Et donc, je sais que ce qu'on a dessiné va durer très, très longtemps. Donc ça, c'est du développement durable. Il y a un autre projet dont j'aurais bien aimé que vous nous parliez, c'est Biome. Lui aussi s'inscrit dans une démarche de développement durable. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Alors, Biome, donc ce sont un immeuble de bureaux qui va être réinvesti. Alors, c'est un projet des années 60, fin des années 60, avec un architecte important, Grand Prix de Rome, Lopez, qui fait cette grande barre pour la SMA BTP, donc syndicat important des travaux publics. Et ce bâtiment exprime une avant-garde technique, une avant-garde d'architecture. Lopez a réalisé tout le plan d'aménagement du front de Seine. Donc, il y a toutes ces idées de la modernité, de la vitesse, d'un Paris moderne. Et ce bâtiment, il exprime ça, cette époque. Comme aussi on a la gare Montparnasse et la tour Montparnasse, des objets iconiques d'une époque. Et à un moment donné, on se dit, on détruit tout ça ou on garde ? Alors, c'est un bâtiment qui ne fonctionne plus complètement et il fallait le réimaginer. À l'époque, on venait avec des cars parce qu'il y avait un centre de conférences important qui a été peu utilisé, mais il était là. Et pour faire venir des cars, c'est génial. J'ai plus de 4 mètres sous plafond dans le parking. J'ai plus besoin de cet espace. Bien sûr, on ne vient plus en voiture au bureau. Peu de gens le font. Alors, je réutilise ces espaces. Je viens sculpter le sol.
pour que la lumière rentre dans l'espace. Et là, je me retrouve avec des niveaux énormes, des espaces merveilleux, de la lumière maintenant. Et c'est là où la démarche de l'architecte contemporain, ce n'est plus de venir tout détruire pour reconstruire, mais c'est d'utiliser ce qui existe déjà. Ça, c'est du développement durable. Et quand nous, on doit concevoir des nouveaux projets, il faut qu'on pense à des utilisations futures. Et c'est quoi le domaine de prédilection? Puisque l'un des domaines, a dit Emma, c'est le mobilier urbain, et donc l'autre ou les autres de prédilection? Alors, c'est vrai que cette dimension du travail pour la société, c'est toujours le point de départ. C'est difficile. J'aimerais dessiner un hôpital, tout l'intérieur d'un hôpital. Parce que là, il y a du travail. C'est une catastrophe. On a des espaces qui sont là pour soigner des maladies, mais pas pour les êtres humains. Bon, tout le monde le sait, mais c'est souvent mis de côté pour l'efficacité. Moi, je pense qu'on peut faire pour le même prix beaucoup mieux. Il y a un autre sujet qui m'importe, l'habitat d'urgence. Donc là, je pense à quelqu'un qui est une influence importante pour moi, qui est Jean Prouvé, et tout le travail qu'il a pu faire avec l'abbé Pierre sur l'habitat d'urgence. Et voilà, ça coûte beaucoup trop cher. On doit pouvoir réaliser de l'habitat comme on fabrique des voitures. On doit réussir à être intelligent. C'était son projet. Et il est toujours d'actualité. Donc ça, j'aimerais beaucoup. Mais après, bien sûr, il y a ce que j'aimerais bien faire, mais ce que j'aime beaucoup, c'est les surprises. En fin de compte, c'est des gens qui sonnent à la porte et qui disent « J'aimerais bien que vous travailliez sur ce projet. » Et si le courant passe, tout de suite, j'ai envie de dessiner. Et donc, il y a une dimension, en fin de compte, de rencontre humaine, tout simplement, autour d'un projet. Voilà. Le matin, je ne me lève pas en me disant « Je vais dessiner une brosse à dents. » Voilà. Par contre, si quelqu'un me demande, ah ben oui, c'est intéressant. Voilà, mais ça peut être n'importe quoi, en fait. Merci beaucoup, Patrick. Mais merci beaucoup. Et merci à tous et à toutes d'avoir été à l'écoute. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.